On va laisser tout le monde s'installer. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci encore une fois d'avoir répondu présent à cette quatrième édition d'Expériency, un projet qui est né l'année dernière et qui a pour vocation de réunir un peu les managers de transition, bien souvent qui se trouvent dans une position entre deux missions et qui sont inscrits sur la plateforme, soit depuis récemment, soit depuis quelques années. ADQuancy a été fondé avec une particularité qui la différencie en fait des autres cabinets de management de transition, puisque nous avons développé une plateforme digitale qui nous permet de réunir une communauté assez importante de managers de transition répartis sur des activités assez différentes, avec une spécialité dans des secteurs assez variés. Expériency vous permet de vous rencontrer, d'échanger, de faire un partage de bons procédés et surtout de pouvoir bénéficier de prestations qui sont dispensées par des experts dans leur domaine. Donc, on a déjà eu, comme je le disais tout à l'heure, trois masterclass, 3 matinales d'organiser. Une sur la réduction des coûts, la dernière sur la gestion de la crise, et la toute première qui avait été animée par Alain Marty avec pour objet le networking. Ça a été aussi très intéressant. Et celle-ci le sera d'autant plus. Donc, le sujet de cette matinale, c'est la transformation digitale. Et notre invité, Hugues Méli, a bien accepté, a bien voulu justement animer cette présentation. Donc, je vais vous présenter le parcours assez impressionnant de notre invité. Donc, Hugues Méli, qui est fondateur de Niji. Niji, qui a pour activité d'accompagner justement les entreprises dans leur transformation digitale et qui a été fondée il y a 22 ans maintenant. Un peu plus de 22 ans. Hugues Méli est également vice-président prospective et numérique au MEDEF. Il est vice-président développement au Club ETI, Bretagne, président du directoire, donc également en Bretagne. Pardon, directoire du développement et innovation. Agence de développement économique. Il est président de Curmi, enfin, il fut président du Curmi Software, administrateur du groupe Lacroix de 2010 jusqu'à présent, pendant un peu plus de 13 ans. C'est ça. Même donc, très bien. Et membre du conseil consultatif pour l'Ille-et-Vilaine de la Banque de France, enfin en Ille-et-Vilaine de la Banque de France. Voilà, donc ça, ce sont quelques-unes de vos activités. J'ai pas fait d'erreur, j'espère. Non. Voilà, donc Monsieur Méli va nous faire une présentation et aborder la thématique de la transformation digitale d'une entreprise, et je vais lui laisser la parole. Merci. Il y a plus de tous que de toutes, hein, mais il y a quelques petites quand même, c'est encourageant. Alors, je n'étais pas venu pour parler de moi, mais juste rassurez-vous, il me reste du temps pour m'occuper de mon entreprise. Néanmoins, dans les choix fondamentaux que j'ai pu faire à la tête de cette entreprise, il y a eu celui d'être bien secondé. Ils sont de partager, en particulier de faire venir à mes côtés dès 2015 un directeur général délégué, avec lequel, bien qu'étant resté PDG de l'entreprise depuis longtemps en mode président DG, Chairman and CEO, posé dans le genre de Shakespeare, à lui l'exécution quotidien, l'exécution au sens large, la noblesse de l'exécution, et à moi, faire montrer en général à un président qui peut regarder l'avenir, réfléchir à la stratégie moyen terme, faire du lobbying, partenaire à haut niveau. Il y a des places devant, si vous êtes bon élève, vous êtes entendu. Voilà, bon, donc, trêve de plaisanterie, voilà, Niji est toujours mon premier sujet de préoccupation. Donc, effectivement, une entreprise que j'ai créée il y a 23 ans, le 12 septembre 2001, tout le monde se souvient de ce qu'il a fait le nom, je suis l'expert cabis du greffe du tribunal de commerce de Rennes qui a créé officiellement de mon inscription au registre et de la possibilité de démarrer l'exploitation de l'entreprise, ce que nous avons fait le lendemain matin, c'est-à-dire le 12 septembre. Donc, on est né dans la douleur. Et quand on est dans la douleur, en général, on est assez vite carapacé et
bien construit pour affronter des périodes plus difficiles qui ne manquent pas dans le long parcours d'une entreprise. Vous le savez bien, parce que vous êtes souvent appelé auprès des dirigeants ou en tant que dirigeant pour accompagner le passage de ces périodes difficiles. Auparavant, j'avais passé 10 années dans un groupe franco-britannique technologie de l'information et de la communication, qui n'existait plus et que j'avais rejoint à la faveur d'une prise de participation après un début de carrière dans la fonction publique, le cas de mon employeur à vie. J'avais en tout cas formulé le vœu, mais je vais très vite formuler le vœu de la quitter et l'avoir pratiqué fort heureusement plutôt à l'étranger et ne pas en avoir vécu toutes les lourdeurs centralistes parisiennes. C'est quand j'ai vu ces lourdeurs arriver et percer potentiellement toute ma carrière que je me suis dit qu'il était grand temps de partir. Voilà. Alors, je suis venu vous parler aujourd'hui de numérique parce qu'effectivement, vocation est d'accompagner la transformation numérique des entreprises de l'idée à la réalité. On reviendra sur ce point. Mais avant de parler de la transformation numérique des entreprises, on peut peut-être s'attarder un peu sur ce qu'est le numérique. Parce que le numérique, c'est un mot magique, comme je le dis souvent, parce qu'il est unique pour embrasser des problématiques assez vastes, mais il a l'énorme inconvénient de se terminer par hic, ce qui laisse souvent penser qu'il n'est que technique et informatique, ce qui n'est pas du tout le cas. Beaucoup de gens que vous croisez dans vos quotidiens professionnels sont encore ancrés dans l'idée que les problématiques numériques auxquelles ils ont à faire face sont des problématiques informatiques et qu'elles s'appréhendent sous un angle technique. Or, ce n'est pas vrai. Le numérique est quelque chose de beaucoup plus large que cela. Et c'est d'ailleurs pourquoi on lui préfère souvent la terminologie digitale, empreinte à la langue de Shakespeare. Alors, rassurez-vous, digital est à Shakespeare ce que numérique est à Molière. C'est vraiment bonnet blanc, blanc bonnet. Certains vous expliqueront que digital, c'est le tactile, le toucher des doigts, il n'y a rien de tout ça. C'est juste la transposition en anglais du français numérique. Ça a l'avantage d'être plus rond dans la bouche. Comme le sont d'ailleurs souvent les terminologies anglo-saxonnes. On les emprunte d'ailleurs souvent pour dire plus simplement des choses que la langue française conduit à dire de façon un peu abrupte, et ça a l'avantage de ne pas se terminer par « hic », ce qui donne effectivement la perspective que ce n'est pas que de la technique. Alors, c'est quoi le numérique? Le numérique, ce sont principalement deux convergences, deux univers. La convergence, c'est celle des usages et des technologies. Et effectivement, la technologie, une matière totalement technique, permet de réaliser finalement le pourquoi et le pourquoi. Donc, c'est cette convergence entre ces deux univers, l'univers des usages et l'univers de la technologie, c'est cette capacité à appréhender sur un même plan pourquoi, le quoi et le comment des choses, et je devrais dire aussi le qui des choses, qu'il ne faut jamais oublier parce que le numérique s'adresse in fine toujours à des utilisateurs, à des individus, à des humains. Il est très important de replacer au cœur des débats, et on en reparlera, c'est simple à dire, c'est simple à comprendre, mais c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus compliqué à réaliser. Donc, premier élément fondateur du monde numérique, premier élément fondateur de la terminologie numérique, de la matière numérique, ça n'est pas que du comment, ça n'est pas que de la technique, c'est avant tout du pourquoi et du quoi, c'est du fonctionnel, c'est la convergence entre le fonctionnel et la technique, c'est la convergence entre les usages et la technologie. Et vous verrez autour technique échoue. Toute entreprise qui continue à penser parlera probablement, et j'espère que vous aurez des questions autour de ça. Le deuxième élément fondateur, le deuxième ingrédient clé du numérique, c'est la convergence de l'information et de la communication. Convergence, comme l'avait dit en son temps Jean-Marie Messier, des contenus et des contenants. La convergence, si on veut le dire de façon un peu plus basique, entre l'informatique, science de traitement de l'information, c'est la définition formelle de l'informatique, si vous regardez le petit Larousse ou si vous interrogez ChatGPT,
la science de traitement de l'information, l'informatique, et les télécommunications, techniques ou technologies de transport, d'acheminement, de distribution de cette information. Le numérique est fait de convergence entre ces deux mondes qui ont été pendant des décennies deux univers connexes, mais bien distincts par les parcours académiques qui y conduisaient, bien distincts par la nature des entreprises qui y travaillaient et qui amenaient leurs services ou leurs technologies, bien distincts même par les organisations qui s'en occupaient dans les entreprises qui en avaient besoin. Et l'Internet, le déploiement de l'Internet dans la fin des années 90 a conduit à la matérialisation d'une convergence forte entre l'informatique et les télécommunications, entre l'information et la communication, entre les contenus et les documents, entre les applications qui traduisent souvent l'informatique qui traite l'information et les réseaux qui traduisent souvent les télécommunications qui la transportent. Vous réfléchissez à l'usage que vous avez d'Internet, et aujourd'hui, bien sûr, d'Internet sur votre smartphone, mais à l'époque pas, Internet sur votre PC, maison, grâce au déploiement des débit, bien vous voyez que cet usage est un usage qui est très tiré par les contenus, et que la relation que vous avez à l'Internet n'est pas une relation technique, ne conduit pas à vous préoccuper de l'informatique qui existe pourtant dans Internet, et encore moins des réseaux et des technologies de télécommunication qui sont fondatrices de l'Internet. Donc c'est ce qu'on appelle l'IP, Internet Protocol, c'est cette technologie, cette pâte à modeler, ce ciment autour duquel l'Internet, le WWW, le réseau mondial Internet a été construit. Et l'IP, quand on la regarde dans le filtre d'un informaticien, est une technologie qui permet de faire des applications communicantes, des applications en réseau. Et l'IP, quand on la regarde dans le filtre du télécommunicant, est une technologie qui permet de faire des réseaux applicatifs, des réseaux informationnels. Quand vous mettez ensemble des applications communicantes et des réseaux applicatifs, vous avez le numérique. Voilà. Donc, ayez ça bien présent à l'esprit. Le numérique est toujours cette question de double convergence entre usage et technologie, entre information et communication. Et je dirais même que si de ces quatre termes, on devait n'en retenir que deux, très correctement le numérique dans le monde de l'entreprise, il conviendrait de n'en retenir que les deux les plus inattendus, à savoir usage et information, plutôt que technologie pardonnez-moi, communication. Voilà. La relation que vous avez à ça n'est absolument pas une relation technique, et absolument pas une relation au réseau, parce que c'est chevelu de réseaux. Il y a 5 ou 6 réseaux différents là-dessus. Tout a été fait, et c'est la force de cette bestiole, ça a été la force de Steve Jobs et de ses équipes, tout a été fait pour masquer complètement la technologie, pour vous interdire d'y avoir accès. Essayez d'ouvrir ce machin pour avoir accès à quelques bouts de technologie qui renferment. Bon courage, vous allez y passer le week-end prochain, vous allez le casser, vous retournerez dans un Apple Store ou ailleurs acheter l'équivalent. Vous bien déçu. Tout a été fait pour développer une relation d'usage. Tout a été fait pour vous mettre au cœur de cet usage. C'est ce qu'on appelle le design. Voilà. Donc, le numérique, c'est ça. Donc, le numérique n'est pas qu'informatique, le numérique n'est pas que technique. Je suis un peu lourd, mais c'est important. Le numérique, c'est cette double convergence. J'en profite à cet endroit pour positionner le numérique par rapport à un univers avec lequel on le confond souvent et abusivement, qui est celui des systèmes d'information, qu'on devrait d'ailleurs appeler les systèmes d'information et de communication, puisqu'ils ont depuis longtemps procédé à cette convergence voulue par l'IP entre l'informatique et les télécommunications, entre les applications et les réseaux, entre l'informatique et les télécommunications. Il n'y a que dans des mondes aux missions très critiques, on a admis que les DSI, ou équivalents, direction des systèmes d'information, deviennent les DSIC, direction des systèmes d'information et de communication. C'est le cas, par exemple, des ministères régaliens, en particulier celui de l'Intérieur. C'est le cas aussi de la direction de l'État, qui chapeaute tous ces sujets. Ailleurs, la DSI est restée la DSI, le SI est resté le SI, tout en embarquant, tout en faisant converger informatique et télécommunications. Et pourtant, il y a une vraie différence entre systèmes d'information
et de communication, dorénavant appelé système d'information. Il y a une vraie différence entre système d'information et numérique. La définition du système d'information, c'est l'outillage par l'informatique et les télécommunications des processus organisationnels de l'entreprise. Des processus organisationnels de l'entreprise. C'est donner des outils au métier de l'entreprise. C'est donner des outils aux processus organisationnels autour desquels ces métiers sont décomposés. C'est donner des outils aux tâches que renferment ces métiers. C'est l'automatisation par l'informatique de l'organisation de l'entreprise. C'est la définition fondamentale du DSI, c'est le rôle du DSI, le directeur, la directrice des systèmes d'information, et ça n'est que ça. Et on voit bien que le numérique se rapproche quelque part de cet univers, parce qu'il est convergence entre informatique et télécommunication aussi, mais parce qu'il est en plus et surtout convergence entre usage et technologie, le numérique se projette dans l'entreprise bien au-delà du périmètre naturel auquel s'applique le système d'information, qui est celui de l'organisation. Le numérique se projette beaucoup plus largement, et c'est de ça qu'on va parler. On va parler de transformation numérique de l'entreprise. Donc, c'est quoi la transformation numérique de l'entreprise? C'est toujours, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit son empreinte géographique, quel que soit son actionnariat, quelle que soit sa gouvernance, quelle que soit son antériorité, quel que soit tout ce que vous voulez, c'est toujours 3 sujets que je vais vous partager dans un ordre qui vous apparaîtra logique, mais qui n'est pas nécessairement celui dans lequel les choses sont prises habituellement. Dans beaucoup d'entreprises, c'est même très rare que les choses soient prises dans cette logique-là. Pourtant, c'est la logique. Premier thème de la transformation numérique, premier vaste champ de la transformation numérique, c'est le suivant. Je ne commence pas par le mot par lequel je voudrais le résumer, parce que ça ne vous plaira pas, et je dirai après pourquoi ça ne vous aurait pas plu. Quel est l'impact du numérique sur la raison d'exister de l'entreprise? Ou sur quoi? Sur la raison d'exister. Oui, le numérique a toujours, dorénavant et depuis plusieurs années, un impact sur la raison d'exister de l'entreprise. Pas toujours au point de faire courir à l'entreprise le risque de perdre sa raison d'exister, comme ça avait été le cas pour Kodak, exemple dont on parle souvent, qui est un classique d'enseignement, notamment dans les écoles de management, qui était quasiment mort pour avoir refusé la perspective de transposition de sa matière, la photographie, dans le monde numérique, qui prenait d'ailleurs aujourd'hui son totalement numérique. Non, pas toujours au point de perdre sa raison d'exister, mais toujours au point de voir cette raison d'exister adaptée, transformée, peut-être à la marge dans un premier temps, et durablement, sans doute un peu plus fondamentalement. C'est l'impact du numérique sur la mission que se donne l'entreprise. Passer, par exemple, d'une mission qui est de vendre des produits matériels à des clients qui en deviendront propriétaires, à une mission qui est de fournir des services ô combien plus immatériels, puisque fournis à travers des interfaces numériques, on en parlera, qui servent l'économie de l'usage et auxquels on va s'abonner, avec lesquels on aura une relation de souscription. Et pas toujours au point de faire disparaître la vocation initiale qui est de manufacturer des objets matériels qui vont trouver propriétaires, mais au point de faire basculer progressivement l'entreprise d'une mission vers l'autre. Ça n'est pas parce que Michelin a proposé aux entreprises de transport routier de souscrire à des poules de kilomètres de roulage sur des sites spécialisés pour transformer le CAPEX nécessaire dans l'acquisition de pneus en OPEX beaucoup plus assumable dans l'utilisation de kilomètres de roulage, qu'il s'est arrêté de vendre des pneus. Il y a toujours des pneus sur les camions. D'ailleurs, j'avais eu autant. Sauf que comme ils sont connectés, comme on y a mis un petit bout de technologie, eh bien, on sait combien de kilomètres ces pneus ont parcouru en fonction de leur état d'usure. Et donc, on sait transposer la propriété du pneu en utilisation de ce qu'il permet de faire, c'est-à-dire roulage. C'est l'opexisation du CAPEX. La mission de Michelin envers les transporteurs routiers a donc progressivement changé. Elle s'est enrichie. C'est pas complètement transformée encore, mais elle s'est enrichie. On a commencé au passage par les pneus poids lourds. Pourquoi? Parce qu'ils sont unitairement beaucoup plus chers que les pneus touristes.
et parce qu'il pèse beaucoup plus dans le compte d'exploitation d'une entreprise de transport routier, y compris à terminaison d'usage, parce que merci Madame Royal, dorénavant, on ne fait plus un feu de joie au bout du parking avec les pneus ou au bitume, comme c'était le cas dans le temps. On est obligé de les faire récupérer par une entreprise spécialisée qui va les recycler proprement. D'ailleurs, cette entreprise, il faut la payer. D'où l'intérêt d'ailleurs de ne pas être propriétaire de pneus, parce que quand on n'en est pas propriétaire, ce n'est pas nous qui payons l'entreprise de recyclage, c'est le propriétaire. C'est le principe de LOA ou de leasing sur la micro-informatique, par exemple, dans les entreprises. L'immense intérêt, c'est que vous n'êtes jamais propriétaire de votre matériel et donc vous n'êtes pas assujetti à tout ce qui est dorénavant lié au fait d'en être propriétaire. Donc, en quoi le numérique vient-il impacter la mission que se donne l'entreprise? L'Imagrin, qui fait de la semence, continue à faire de la semence. Et un agriculteur va continuer à choisir sa semence en fonction de ce qu'elle permet de faire pousser sur les terres les plus adaptées, vice-versa, la semence la plus adaptée aux terres. Oui, mais dorénavant, l'Imagrin fournit une semence complémentaire, qui est la donnée, la data, l'information. L'information qui, justement, permet d'optimiser le choix de la semence en fonction de la nature des terres, de mieux connaître la nature des terres, de mieux gérer le lien entre la nature des terres et la nature de la semence, et donc de maximiser la perspective de faire pousser des végétaux de qualité dans des temps mieux maîtrisés, et donc d'avoir une prédictibilité plus forte de son exploitation. Et aujourd'hui, les ressources que consacre un acteur comme l'Imagrin au monde de la data, au monde de l'information, à ces applications qui accompagnent la semence. On n'a pas arrêté de faire de la semence, on ne va surtout pas arrêter d'innover dans le choix de la façon avec laquelle on fait la semence. Au contraire, on n'a jamais tant innové parce qu'on a besoin d'une variété beaucoup plus importante de semences, parce qu'on sait beaucoup mieux, quasiment à la parcelle, au mètre carré, gérer l'adaptation entre la semence et les propriétés du terrain. Bon, et donc à quelque part, la raison d'exister de l'Imagrin bouge. La mission que se donne l'Imagrin. Donc en quoi le numérique impacte-t-il la mission de l'entreprise? En quoi le numérique impacte-t-il l'offre, la proposition de valeur de l'entreprise, l'offre de produits et services? Je l'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup autour de l'opexisation des CAPEX, on est beaucoup autour du passage de l'économie de la possession à l'économie de l'usage, on est beaucoup autour du développement d'une offre qui est dans un mix produit-service, bouge beaucoup avec le temps, c'est-à-dire qu'on a initialement une part majeure du produit, qui est souvent l'origine de l'entreprise industrielle, et en complément du service, des applications, de la data, et progressivement ceci prend une part beaucoup plus importante, et hop, l'équilibre s'inverse. C'est des services, des applications, de la donnée avant tout, certes toujours basées sur des produits, mais au final tellement prépondérant que le produit est très en feu, et on finit même dans certaines industries par décider de céder le produit pour avoir le choix des meilleurs produits issus de ceux qui potentiellement étaient historiquement ses concurrents avec lesquels on se battait de la façon la plus inavouable. Donc, transformation de l'offre de produits et services. Regardez l'évolution du monde automobile, vous prendrez tout de suite, de moins en moins propriétaire d'une voiture dont on assume le coût total d'exploitation, dont on assume la logistique de gestion, de parking. Non, on est de plus en plus souscripteur, abonné à un service de mobilité qui est potentiellement un service de mobilité multivéhiculé qui garantit la bonne voiture au bon endroit, au bon moment pour le bon usage. Si je vais draguer en célibataire sur Remblai à la Baule, je vais prendre décapotable Rose Pinky et c'est sûr que je vais tomber les étoiles. Si je pars en famille skier dans les Alpes, je prends un espace avec le gros coffre pour mettre les skis, les écrans sur les fauteuils arrière pour les gamins et le truc hyper sécurisé de partout parce que quand même c'est 700 km et il y a des risques d'accident. Et si je fais mon VRP une semaine à Paris, je prends une petite voiture que je peux garer aussi bien en longueur qu'en largeur et je l'utilise un peu comme une consommable, une voiture Kinex. Je ne donnerai pas de nom. Bon, voilà. Et pourtant, je n'ai pas acheté ces 3 voitures. Et je n'ai pas construit les 3 garages pour les garer. Et je n'ai pas les relations avec les 3 garagistes pour les réparer. Hein. C'est un contrat de service. Je le garantis ça. Bon. Donc, l'impact du numérique sur la proposition de valeur. L'impact du numérique, s'il y a des DAF et assimilés dans la boîte, dans la salle, sur les modèles économiques ou à distance, sur les modèles économiques. Parce que vous comprenez bien qu'une fois qu'on a dit que le numérique impacte la mission, la raison d'exister, la proposition de valeur, alors le numérique impacte les modèles économiques. Et ça, il faut tous que vous compreniez, quelles que soient vos fonctions, que dans l'entreprise dans laquelle vous travaillerez, cette question d'impact du numérique sur les modèles économiques, elle est majeure. Elle est majeure parce que l'acte de
pilotage économique de l'entreprise, l'acte de pilotage financier de l'entreprise, l'acte de reporting de l'entreprise et donc l'axe de dialogue avec les actionnaires est impacté. Beaucoup d'entreprises doivent leur performance économique et la qualité de leur relation à leurs actionnaires à la parfaite maîtrise d'un tout petit nombre de modèles économiques qu'elles exécutent depuis la nuit des temps et dont elles connaissent absolument tous les secrets, tous les détails, tout le fine-tuning, et donc on est capable de faire des prévisions qui en général sont fiables. Après, on peut avoir des raisons plus ou moins tactiques voilà, de ne pas dire exactement les choses, mais en tout cas, si on veut faire des prévisions économiques fiables, si on veut présenter à son actionnaire des prévisions fiables, vraiment on le peut. Et oui, mais là, avec tous ces changements, s'invitent des modèles économiques nouveaux que l'entreprise ne connaît pas. Donc il y a un premier effet, c'est qu'on passe d'un petit nombre de modèles économiques à un plus grand nombre de modèles économiques dans des combinatoires dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles évoluent parce que les poids respectifs, par exemple, produits et services dans le mix produits-services qui forment le couple à la base de l'offre, évoluent. Ils évoluent rapidement, allez, séquence, semestre, à l'année. Et puis les modèles économiques que les fonctions de l'entreprise ne connaissent pas. Le DAF, qui depuis 20 ans est dans l'entreprise, qui n'exécute que 2 modèles économiques, les 2 seuls qui ont toujours présidé au développement de l'entreprise, ne connaît que cela. Les modèles économiques du service, les modèles économiques du logiciel, les modèles économiques. Il ne connaît pas. Donc, il n'est pas à l'aise. Et puis, ce n'est pas la question du DAF qui ne les connaît pas, c'est que certains modèles économiques sont nouveaux sur le marché, donc c'est le marché qui ne les connaît pas. Il n'y a pas de retour d'expérience, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas d'abat. Et pourtant, il faut présenter des prévisions. Il faut s'engager vis-à-vis des actionnaires ou vis-à-vis de ses patrons. Il faut faire le job. Donc vous voyez, vous savez, pour certains d'entre vous, combien le numérique vient impacter cette question de modèles économiques et donc la question de la gestion économique et financière de l'entreprise et, diable, la question de la relation à la gouvernance et aux actionnaires, qui est quand même un élément fondamental quand vous n'avez plus la confiance des actionnaires, parce que vous avez menti 3 fois. C'est beaucoup plus compliqué de leur faire passer des investissements dans des transformations, et notamment dans la transformation numérique. Et dernier point, c'est l'impact du numérique. On est toujours dans le premier thème, hein, c'est le numérique. C'est l'impact du numérique sur les partenariats, sur les relations clés au monde extérieur. J'ai coutume de dire qu'à l'heure du numérique, jamais plus l'avenir d'une entreprise ne peut s'écrire que dans sa verticale économique d'appartenance, fût-elle leader de cette verticale économique. Numérique est un élément de transversalisation de l'économie, un élément d'horizontalisation de l'économie absolument fantastique, qui oblige toute entreprise à construire son avenir ailleurs que dans sa verticale économique d'appartenance. Ça ne veut pas dire renier sa verticale économique d'appartenance, ça veut dire s'intéresser à se développer dans d'autres verticales économiques qui ne sont pas toujours strictement adjacentes à la sienne. Je vais prendre un exemple qui est une grande tendance de transformation socio-économique, c'est le développement de la mobilité électrique. Tout le monde nous parle du développement de la mobilité électrique. La moitié d'entre vous a, j'en suis sûr, une voiture électrique ou si ce n'est électrique hybride. Bon, et tous les jours dans l'actualité, on nous parle de ce sujet. Eh bien, pour adresser valablement ce sujet, il faut à minima puiser ses forces, son expertise, ses idées dans 5 verticales économiques différentes. Bien évidemment, celle à laquelle on s'attendrait tous, qui est la verticale automobile, parce qu'un véhicule électrique restera un véhicule. Je pense quant à moi qu'un véhicule électrique à terme est plus proche d'une box, au sens de votre live box à roulette, que d'un véhicule. Plateforme électronique, chargée de logiciels, avec des interactions soignées, qui roulent. C'est vrai. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a un volant, parce que ce n'est pas certain qu'il y en ait encore tant que ça, toute une catégorie de véhicules. Mais bon, on peut quand même penser que pour développer valablement la mobilité électrique, il faille être dans l'univers du véhicule, de la voiture, du camion, de la camionnette, ce que vous voulez, donc dans cette industrie. Il faut venir de cette industrie. Enfin, il faut être dans cette industrie. Pas forcément en venir. Il faut être bien évidemment dans le secteur, dans la verticale de l'énergie, dans la verticale de l'électricité, parce que qui dit mobilité électrique dit électricité. Et je vous passe les enjeux
largement médiatisé, mal médiatisé d'ailleurs, autour de la gestion de l'énergie dans la voiture, les batteries en particulier, et les BMS, les Battery Management Systems, donc ces logiciels pilotent l'intelligence des batteries. Et puis, bien évidemment, toute la question d'impact de la multiplication des points de recharge de véhicules électriques sur les réseaux de distribution, de transport d'électricité et sur la production de cette électricité, sur la nécessité de rapprocher la production de la consommation à l'échelle des territoires, donc sur ces fameux réseaux intelligents qu'on appelle parfois les smart grids, etc., etc. Donc, il faut être dans la verticale de l'électricité. Mais il faut être aussi dans la verticale des télécommunications. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de point de recharge, il n'y a pas d'usage de la mobilité électrique, et vous savez que c'est l'un des premiers freins aujourd'hui à l'utilisation de la mobilité électrique, c'est l'anxiété de ne pas trouver un point de charge disponible pour recharger son véhicule. Et donc, tout ça, c'est quoi? C'est des télécoms. Ceux qui ont fait un bout de carrière dans les télécoms, c'est déployer des réseaux, déployer des infrastructures de connectivité, c'est gérer la mise à disposition de services sur des équipements particuliers, c'est permettre de réserver ces services, c'est assurer la qualité de ces services, c'est mettre ces objets particuliers que sont les bornes de recharge de véhicules électriques en réseau, ce sont des télécommunications. Et d'ailleurs, les acteurs qui travaillent sur ces sujets sont des acteurs qui, historiquement, ont beaucoup travaillé dans les télécommunications quand l'heure était à déployer des réseaux qui n'étaient pas des réseaux de recharge de véhicules électriques, mais des réseaux de communication, des réseaux de téléphonie, des réseaux de transmission de données à haut débit, des réseaux Internet, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi la banque. Pourquoi? Parce que quand le président de la République dit tout le monde doit pouvoir avoir l'usage de la mobilité électrique pour 100 € par mois, vous pensez que c'est le constructeur automobile qui fait ça? Vous pensez que c'est le fournisseur d'énergie qui fait ça? Vous pensez que c'est l'acteur de déploiement de l'infra ou de gestion de l'infra de recharge qui fait ça? Que nenni! C'est le job d'une banque de passer d'un modèle très CAPEX-driven à un modèle totalement OPEX-driven. Donc, pour faire la mobilité électrique, il faut aussi aller dans la banque. Il faut maîtriser cette capacité à passer d'un modèle à l'autre. Et si vous regardez les plans stratégiques d'un certain nombre de grandes banques, je n'en citerai qu'une, et celle qui l'a, je pense, le mieux mise en exergue et qui l'exécute aujourd'hui avec brio, c'est le Crédit Agricole, eh bien vous verrez que dans la stratégie du Crédit Agricole, de la verticalisation, vous avez une sur les 5 verticales qui est clairement la mobilité. Et clairement, le Crédit Agricole investit lourdement aujourd'hui dans la mobilité, investit dans des hommes qui sont des professionnels de la mobilité, du monde automobile, de la commercialisation, du financement du monde automobile, et investit dans des relations stratégiques avec des constructeurs. Vous avez tous vu les relations entre Crédit Agricole et Stellantis, et pas qu'en France. D'ailleurs, c'est né en Italie. Pour finir, il y a l'assurance. Pour finir, il y a l'assurance, parce que bien évidemment, assurer un service de mobilité, ce n'est pas la même chose qu'assurer une voiture. Assurer une voiture, c'est assurer un objet dont vous êtes perpétuellement propriétaire et usager. Assurer un service, c'est assurer quelque chose d'immatériel dont vous n'êtes absolument pas propriétaire et dont vous n'êtes potentiellement que temporairement usager. Et donc, il y a un bouleversement dans l'assurance autour de ce sujet de servicialisation. Et d'ailleurs, l'assurance va devenir une caractéristique du service, une caractéristique intrinsèque du service. C'est-à-dire que vous aurez recours à un service qui embarquera comme caractéristique, au même titre que sa qualité, sa sécurité, son accessibilité, son assurance. Donc, c'est une transformation profonde de ce monde-là. Mobilité électrique, transversalité, 5 secteurs. C'était juste pour illustrer qu'à l'heure du numérique, il faut savoir regarder de façon transversale. Et donc, le numérique a un impact sur la relation entre l'entreprise et les écosystèmes, et pas nécessairement ces écosystèmes, c'est-à-dire ceux qu'elle a parfois façonnés quand elle est tête de filière, tête de gondole, avec lesquels elle a travaillé, mais les écosystèmes. Passer des partenariats stratégiques qui permettent de partager des investissements, de partager de la valeur, parce que je ne vais pas, si je suis constructeur automobile, investir dans l'énergie, investir dans les télécoms, investir dans la banque, investir dans l'assurance, etc., etc. Je pourrais vous donner de nombreux autres exemples, ça vous intéresse. Une fois que j'ai parlé de la raison d'exister de l'entreprise, de la mission qu'elle se donne, de la proposition de valeur qu'elle développe, son offre de produits et services, des modèles économiques qu'elle exécute et des partenariats stratégiques tels nous, je peux faire un wrap-up et utiliser un mot que je n'aime pas et que vous n'auriez peut-être pas aimé non plus, le mot stratégique. Donc, le premier thème de la transformation numérique de l'entreprise, c'est celui de l'impact du numérique sur sa stratégie. Et il n'y a pas de stratégie numérique. Il n'y a pas de stratégie digitale. Ça n'existe pas. L'entreprise a une stratégie.
Mais cette stratégie se doit d'embarquer la perspective de l'impact qu'a le numérique sur ses composantes. Et là, on voit bien que ceux qui président à la réflexion stratégique, au choix de la stratégie, à la mise en place de la stratégie, ce sont les actionnaires, c'est la gouvernance, ce sont les directions générales, ce sont les directions de business unit et consorts, executive business owners, les Anglais. Point. Donc, ces gens ne sont pas à l'abri de la réflexion et de l'action sur la transformation numérique de l'entreprise, ils sont même normalement ceux par qui tout commence. S'il y a des DG de transition dans la salle ou à distance, bonjour, sachez que vous ne pouvez pas ne pas vous occuper de ça. Et j'aime beaucoup le propos d'une personne remarquable qui s'appelle Marianne Legnaud, qui est la présidente du directoire d'Enedis, qui dit tellement établi que dans l'agenda d'un CEO, Chief Executive Officer aujourd'hui, ça s'appelle un DG, un PDG, un président du directoire, tout ce que vous voulez, c'est 15% du temps, et du temps vrai, hein, du cœur de temps, qui doit être consacré aux questions du numérique. Ça peut paraître pas beaucoup, mais que les DG qui m'entendent réfléchissent au temps qu'ils consacrent effectivement, et on se rendra compte que beaucoup sont bien en deçà de ça. Donc, premier thème de la transformation numérique, l'impact du numérique sur la stratégie. Pour aboutir à une stratégie qui embarque vraiment le numérique, une vraie stratégie pour le développement d'entreprise. Deuxième thème, j'accélère parce qu'il est 35, c'est 39. C'est l'impact du numérique, il est plus facile, vous allez voir, sur le business. L'impact du numérique sur la route aux pépettes, comme je dis souvent. L'impact du numérique sur la génération de revenus. La top line est quand même clé dans l'entreprise. Générer du revenu. Faire du commerce. Vendre. Fidéliser les clients. Leur apporter satisfaction pour qu'ils plébiscitent votre offre, qu'ils la recommandent et que vous en commercialisiez de plus en plus. Vous savez tous que le numérique a un impact fort sur toutes les fonctions opérationnelles du business, que ce soit les fonctions des marketing, marché, marketing produit, marketing com, opérationnel, que ce soit la vente, que ce soit la distribution, que ce soit le service après-vente, que ce soit la fidélisation, que ce soit tout ce que vous voulez, le numérique impacte énormément ces fonctions dans le sens d'une reconquête ou d'une conquête du vrai client, le vrai, qui est l'utilisateur. Prenez une entreprise qui est dans l'équipement électrique de la maison, avec le temps, dans la domotique, un Legrand, un Schneider Electric, ce n'est pas la part plus importante de son activité, un Hager, un Somfy ou un Deltador, c'est ma préférée. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'électronique appliquée, on fait des boîtes, on fait des équipements. On vend à qui? À Rexel, à Sonepar, à Yes, à je ne sais qui encore, qui sont quoi? Des grossistes, des distributeurs spécialisés. Donc ces clients s'appellent Rexel, Sonepar, Yes et quelques autres. Et on leur livre des palettes de cam, on y voit, des boîtes. Et ces gens-là vendent à qui? À l'électricien, au plombier, au menuisier, qui le matin vient au comptoir de l'agence de Rexel, de Sonepar, avec sa petite clope, boire son petit café, avec la dame qui connaît par cœur, je caricature bien sûr, chercher une boîte de ça, une boîte de ceci, un truc pour faire ça. Qu'est-ce qui fait qu'il choisit du Schneider électrique plutôt que du Deltador, plutôt que du Legrand? Vous savez? La petite dame, elle est là pour tous. Elle est au comptoir de l'agence. Qui sait me répondre à ça? Vite. Pas du tout. La destination du voyage de fin d'année que vous gagnez en fonction du volume d'achat réalisé. Bah oui, si vous êtes parti aux Seychelles avec Hager l'année dernière,
et que cette année, Delta Nord vous propose des Seychelles, vous n'allez pas faire de grands efforts pour acheter du Delta Nord. Sauf si vous êtes tombé amoureux d'une Seychelloise. Bon, si vous rêvez depuis longtemps de visiter la Norvège et que Schneider Electric vous promet de vous emmener en Norvège, bon, vous allez faire le plein de Schneider Electric, même un peu plus qu'il n'en faut, vous ferez du stock pour être sûr d'être en tête de palmarès. Bon. Et l'installateur en question, c'est toujours pas vous et moi dans nos maisons, appartements, dans nos foyers respectifs. Or, c'est bien vous et moi qui aurons une relation d'usage à la boîte que l'électricien ou le plombier ou le menuisier sera venu coller derrière le ballon d'eau chaude dans le garage ou à côté du tableau de distribution électrique dans le hall d'entrée ou à côté des cages à volets quand c'est des automatismes. Bah oui, ça fait quand même une sacrée route, ça fait quand même un sacré chemin entre l'entreprise dont on parle, Aguerre, Delta Nord, Legrand, pour ne pas focaliser sur l'une d'entre elles, hein, très proche, et puis celui et celle qui, au final, va faire le business, c'est-à-dire vous et moi, qui allons éprouver de la satisfaction, qui allons en parler positivement, qui allons acheter des compléments de gamme pour équiper de plus en plus la maison, contrôler les ouvrants, maintenant on va contrôler les alarmes, on contrôle les alarmes, maintenant on va contrôler les équipements de jardin, on contrôle les équipements de jardin, la piscine, le spa, le truc, maintenant on va contrôler, voilà. Bon. Le numérique permet cette reconquête de l'utilisateur final. Parce que le numérique permet d'aller tout de suite à l'utilisateur final à travers les réseaux et les applications dont on a parlé. Et vous savez bien que la domotique, c'est de plus en plus des applications que vous avez sur vos smartphones et qui vous permettent effectivement de faire fonctionner des choses à distance. Et ces applications, vous ne les avez que si l'entreprise de départ dont on a parlé, historiquement ancrée dans l'électronique, donc dans une approche extrêmement matérialisée des choses, fait l'effort de se transformer autour du logiciel, autour du numérique, pour aller vers ça. Mettant en péril, progressivement d'ailleurs, le vrai rôle des intermédiaires que j'ai cités, aussi distributeurs spécialisés et même installateurs. Parce que quand le couple produit-service vient à évoluer tellement vers les applications et vers les services, et donc vers le numérique, que finalement la part matérielle, celle qui était un peu compliquée à installer parce qu'il fallait visser des choses, il fallait tailler des câbles, vient à diminuer complètement, alors on est dans le do-it-yourself. On est dans la possibilité directe que vous avez, vous et moi, d'installer à la maison, en direct des choses. D'ailleurs, ça change même les canaux de distribution parce que où est-ce que vous allez, vous, quand vous voulez acheter des trucs pour la maison? Vous n'allez pas chez Rexel ou chez Sonépar. Vous allez où? Là, bien sûr. Et donc, ça change les équilibres économiques. Parce que la façon avec laquelle ces gens négocient vis-à-vis des entreprises de fabrication, c'est pas du tout, etc., etc. Je ne veux pas m'appesantir sur la domotique, qui n'était qu'un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la deuxième thématique de transformation numérique de l'entreprise, après la première dont on a parlé tout à l'heure, qui est celle de la stratégie, c'est le business. Le business est baigné de numérique. Toutes les fonctions opérationnelles du business, de la route au pépette, revenu, qui est quand même clé, hein, quand on est à la tête d'une entreprise, est baigné de numérique, est baigné d'applications, est baigné de logiciels. Et vous le savez, c'est à quelque part la face émergée de l'iceberg de la transformation numérique des entreprises, c'est ce recours de plus en plus fréquent au numérique pour automatiser des campagnes de marketing, pour mettre en valeur de façon ô combien plus efficace des produits et des services, pour permettre la vente en ligne, l'e-commerce, pour etc., etc. C'était au final la partie la plus simple à appréhender parce que c'est celle qu'en tant qu'utilisateur, nous interfaçons tous, nous utilisons tous de plus en plus, c'est celle dans laquelle beaucoup d'entreprises, en particulier des entreprises qui ont une sensibilité forte aux consommateurs, en particulier les entreprises servicielles qui sont déjà beaucoup dans la dématérialisation de leur proposition de valeur, se sont engagées depuis 10 ans. Pendant que l'industrie tardait à enfourcher le cheval du numérique, et on va en reparler dans quelques temps. Le troisième thème, et le dernier, rassurez-vous, de la transformation numérique de l'entreprise,
c'est le thème des opérations. Les opérations, operations, c'est l'exécution des métiers, l'exécution des fonctions de l'entreprise, c'est le fonctionnement interne de l'entreprise, ce sont les opérations. Et les opérations, c'est toujours une typologie d'opération, c'est parfois une seconde typologie d'opération. C'est toujours la typologie que j'appelle tertiaire des opérations. Les hommes et les femmes de l'entreprise qui exécutent des processus organisationnels, qui exécutent des processus métiers, traduisent les métiers qu'on leur confie, c'est de décomposition unitaire des métiers qu'on leur confie, et exécutent des tâches, et qui, pour exécuter cela, ont besoin d'outils. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est ce qu'on appelle classiquement le système d'information et de communication, système d'information. Alors, quel est l'enjeu à cet endroit? L'enjeu, c'est que le numérique, comme je le dis souvent, est dans la rue. Il appartient à la rue. C'est dans la rue que se forgent les usages du numérique. C'est dans la plus grande diversité des hommes et des femmes qui sont dans la rue, diversité générationnelle, diversité de genre, diversité ethnique, diversité de convictions, diversité de religion, diversité de handicap. C'est dans la rue que se forgent les usages du numérique. C'est nous tous qui forgeons les usages du numérique. Et nous tous, quand nous arrivons dans nos entreprises et que nous enfilons actuellement la blouse de l'entreprise pour y passer les 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, nous devons y passer moins de 200 jours par an, en tout cas de moins en moins de jours par an. C'est quoi le problème? C'est que nous sommes de plus en plus rompus aux usages du numérique à titre personnel, dans nos vies personnelles, dans nos vies privées. Nous utilisons le numérique pour un nombre incroyable de choses. Nous utilisons le numérique pour notre relation à nos administrations préférées, et dans la période d'ailleurs. Nous utilisons le numérique pour nos relations à nos assurances personnelles, nos mutuelles, nos que sais-je. Nous utilisons le numérique pour nos réservations de moyens de transport et d'hébergement. Nous utilisons le numérique pour préparer nos loisirs, nos vacances. Nous utilisons le numérique pour accompagner nos enfants à l'école, dans leurs devoirs, dans leurs cahiers de notes, nous utilisons le numérique et nous utilisons le numérique et nous utilisons le numérique. Et d'ailleurs, par ailleurs, nous utilisons le numérique. Dans la santé, par exemple. Pas le secteur qui est le plus en avance. Donc, nous avons des vies numériques. Et il est totalement faux de penser que le numérique n'appartient qu'aux CSP+, issus des beaux quartiers de Paris, qui ont fait des belles études et qui ont entre 25 et 35 ans. C'est pas vrai. Ma maman, qui a 84 ans, utilise très très bien le numérique pour faire plein de choses dans sa vie à elle. Et elle utilise des applications et des services que personnellement, je n'utiliserai pas. Mais elle les utilise. Et quand sa tablette, quand elle perd sa tablette, elle a laissé sa tablette sur le lavabo du coin toilette, elle l'avait emmenée quand même, et qu'elle ne sait plus où elle est, parce qu'elle a quand même 84 ans, ben c'est panique à bord. Hein. Donc il faut attendre la prochaine pause pipi pour récupérer la tablette. Bon, et là, je revis. Bon, alors elle ne travaille plus dans l'entreprise tous les jours. Mais ceux qui vont dans l'entreprise tous les jours, ils attendent à quelque part de retrouver dans l'entreprise cette même abondance d'applications et de services, avec surtout les mêmes caractéristiques de ces applications et de ces services, qui sont des caractéristiques d'ubiquité, de transversalité, de porosité, d'instantanéité, de personnalisation, de toutes les caractéristiques qui sont liées au monde numérique dans lequel nos vies personnelles se développent. Facilité, instantanéité, accessibilité, transversalité, porosité, mobilité, ubiquité, je me répète. Ah oui, alors est-ce que ces caractéristiques sont celles des applications des systèmes d'information que vous utilisez, mesdames, messieurs? Non. Certainement pas. Or, il faut que ça le soit. Pourquoi? Au moins pour 2 raisons fondamentales. Allez, je commence par la plus facile, l'attractivité. L'attractivité. Aller recruter des gens d'une entreprise dont l'organisation est
l'illustration même de la hiérarchie pesante, du cloisonnement absolu entre les métiers et les directions, d'un outillage antédiluvien par une informatique totalement vieillissante, enfin bon, bref, no way. C'est au passage, ça a été l'un des grands challenges des banques, notamment dans leurs activités de réseau, de détail, en particulier, dans le particulier, de recruter des jeunes dans les agences bancaires, qui, jusqu'à il y a quelques années, étaient des grottes de la préhistoire et de l'informatique. Bon. Mais ce n'est pas une question de jeunes, je l'ai dit. Et donc, question d'attractivité. Pas futile quand même, mais moins futile, plus difficile, question de performance. Si chaque individu qui rejoint l'entreprise qu'il emploie le matin, dans l'exercice de ses fonctions, doit passer un quart d'heure à se recaler entre ce qu'il vit au quotidien avec fluidité, facilité, permanence dans sa vie personnelle numérique, il dort avec son smartphone, et au moins il est sur la table de nuit, et un environnement de travail qui est absolument pas transversal, sans aucune porosité, totalement hiérarchique, totalement opaque, outillé par des trucs qui... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, premier enjeu de la transformation numérique des opérations, c'est d'aller vers des organisations qui permettent une beaucoup plus grande fluidité, une beaucoup plus grande transparence, plus d'échanges, plus de partage d'informations, et d'outiller cela par des applications dont l'usage, convergence, usage, technologie, dont l'usage va s'apparenter le plus possible à l'usage que j'ai dans ma vie privée des applications et des services qui sont mis à ma disposition pour peupler mon temps personnel. Ça, c'est le premier enjeu. Ça, vous voyez tout de suite que c'est clairement le job conjoint des métiers, donc les gens qui portent les métiers, direction des ressources humaines, direction administrative et financière, direction de l'exploitation, direction, voilà, et du DSI, dont j'ai rappelé tout à l'heure le rôle, outillé par l'informatique et les télécommunications, les processus organisationnels d'entreprise. Mais certaines entreprises ont la particularité, en plus d'être tertiaires, elles le sont toutes. Il n'existe pas d'entreprise dans lesquelles il n'y ait pas d'hommes et de femmes qui exécutent le processus métier. Certaines d'entre elles sont aussi industrielles. Elles opèrent des usines dans lesquelles il y a des machines. Et là, on est dans l'impact du numérique sur ce volet industriel des opérations, sur les usines, sur les machines. On a beaucoup médiatisé ça autour de l'usine 4.0, autour de l'industrie du futur. C'est quoi? C'est que de plus en plus, les machines sont connectées. Elles sont connectées, c'est-à-dire que de la même façon que dans le pneu Michelin dont je vous parlais tout à l'heure, on leur a mis un petit bout de technologie qui permet de faire que tout ce qu'elles ont à dire sorte et puisse être récupéré à quelque part. Et pour vous donner un exemple, un onduleur professionnel, un onduleur industriel, dans un onduleur industriel, vous avez 3600 points qui ont des choses à dire. Donc, à minima, un onduleur industriel, il a 3600 trucs à dire. Ça vaut la peine quand même peut-être de l'écouter. Et donc, toute cette donnée, vous savez bien, on la remonte, on la capte, on la confronte le cas échéant avec des données de tierce provenance qui font sens, par exemple des données météorologiques, facile, ou des données d'ordre socio-économique, et on applique des algorithmes si possible pertinents dans le secteur industriel dans lequel on est. Les algorithmes de l'aéronautique ne sont pas les mêmes que ceux de l'agroalimentaire ou que ceux de la pharmacochimie. Enfin, il y en a quand même une part non négligeable, à peu près un tiers, qui sont communs. Donc, on applique des algorithmes et on fabrique une intelligence augmentée. Et non pas artificielle, ça tombe bien, ça s'abrège de la même façon, autant chez Molière que chez Shakespeare. Mais c'est beaucoup mieux de parler d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle, parce qu'intelligence artificielle, ça fait hors sol. Or, et il n'y a rien de plus ancré que l'intelligence artificielle. Parce qu'elle augmente l'intelligence des machines et elle augmente l'intelligence des hommes, et d'ailleurs, elle augmente l'intelligence du couple entre les hommes et les machines. C'est un des axes fondamentaux de l'évolution de l'industrie, dans son volet industriel, usinier, manufacturier, machiniste. C'est le couple entre l'opérateur et la machine qui change profondément parce qu'il est augmenté par toute cette intelligence. Voilà. Donc ça, c'est à la main
des directions industrielles, des directions techniques, des directions d'usine, des directions... Hein, et progressivement, on voit sur ce sujet les DSI arriver. On voit un début de missionnement dans les entreprises industrielles des DSI, non seulement sur leur terre par définition de prédilection, qui est celle des processus organisationnels et de leur outillage, mais aussi sur le terrain industriel des usines et des... Je résume. La transformation numérique de l'entreprise, c'est 3 sujets. L'impact du numérique sur la stratégie de l'entreprise, l'impact du numérique sur le business de l'entreprise, la façon avec laquelle elle fait le business, l'impact du numérique sur les opérations de l'entreprise, à la fois tertiaires et industrielles, lorsqu'elles existent. On voit tout de suite que le numérique concerne absolument toutes les fonctions de l'entreprise. Toutes les fonctions de l'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, les actionnaires, la gouvernance, les directions générales, pour ce qui est de la stratégie, les directions de business unit, les directions opérationnelles, les départements de services, les fonctions business, et elles sont nombreuses sur toute la chaîne pour le business, et toutes les fonctions métiers, toutes les fonctions spécialisées, qui portent parfois la spécialisation de l'entreprise dans un secteur, y compris la R&D, y compris dans la chimie, y compris lorsque on parle de transformation des opérations. En transverse de cela, nécessité de coordination des investissements, des choix technologiques, de la cohérence d'ensemble, de la planification au sens de la temporalité des choses, du numérique, pas toujours simple à réaliser. Historiquement, je l'ai dit, fonction bien définie pour le DSI, outillé, l'organisation de l'entreprise, les processus organisationnels, point. Et donc, l'impact du numérique sur la stratégie, bof. L'impact du numérique sur le business, bof. L'impact du numérique sur l'industrie, bof. Alors, l'impact du numérique sur le business y est arrivé depuis quelques années parce que le business, c'est aussi beaucoup d'applications, c'est aussi beaucoup de bases de données, c'est aussi beaucoup de systèmes d'information, c'est aussi beaucoup de traitements d'information. Ça s'apparente bien à l'univers des systèmes d'information internes de l'entreprise. Allez, on va dire que depuis 5-6 ans, le DSI a embrassé aussi la question de l'impact numérique sur le business, en plus de l'impact du numérique sur les processus organisationnels et la façon avec laquelle ils sont outillés, et progressivement, comme je l'ai dit juste avant, l'impact du numérique sur l'usine, l'industrie, d'autant que les enjeux en matière de cybersécurité, cybermenaces, cybercriminalité sont énormes, encore plus sur l'outil industriel que sur l'organisation tertiaire, et que le DSI est traditionnellement le dépositaire des expertises et des responsabilités dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information et par extension donc dans le domaine de la sécurité des systèmes industriels d'information ou des systèmes d'information industrielle ou de la transformation numérique de l'industrie. Bon. En revanche, sur la stratégie, c'est encore le parent pauvre. C'est encore extrêmement rare que le DSI soit vu dans l'entreprise comme point d'appui, support à la réflexion stratégique quant à l'impact du numérique sur tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la raison d'exister, la mission, la proposition de valeur, le développement économique et le partenariat stratégique. Et c'est comme ça qu'on a vu fleurir, de façon assez différente et parfois très maladroite dans les entreprises, des fonctions complémentaires, des fonctions additionnelles, de Chief Digital Officer, de directeur du numérique, de que sais-je encore. Comment savoir quelques entreprises, les plus modernistes, celles dont les directions générales, sans doute, se sont bien emparées du numérique, et comme le dit Marianne Legnaud de Nélis, ils consacrent au moins 15% de leur agenda, qui ont fusionné les fonctions de DSI avec celles de direction du numérique, en choisissant à la tête de ça une personne qui ne soit pas que dans le comment, qui ne soit pas que dans la technique, qui ne soit pas que dans l'informatique, comme ça a malheureusement souvent été le cas pour les DSI, mais qui soit aussi dans les usages, qui soit aussi dans l'information,
soit aussi dans le fonctionnel, comme j'ai dit tout à l'heure que c'était nécessaire quand on aborde. C'est encore assez rare. Voilà. On voit aussi que pour adresser valablement toutes ces transformations, il faut avant tout s'intéresser au pourquoi et au quoi des choses, donc à la dimension fonctionnelle des choses, à la dimension métier des choses, à la dimension économique des choses, et que ça n'est clairement pas qu'une question de technique et de mise en œuvre et de comment. C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je ne suis pas venu vous parler de Niji. Niji a fait ce choix d'être à la fois un cabinet de conseil, qui traditionnellement est très tourné vers le pourquoi et le quoi des choses, vers les enjeux, vers les problématiques, vers le fonctionnel, qui agit avec les fonctions fonctionnelles et stratégiques de l'entreprise. L'agence de design, parce qu'il faut mettre l'utilisateur au cœur de tout ça, et c'est très compliqué, c'est une matière extrêmement subtile que de mettre l'utilisateur au cœur de tout, parce qu'on n'a pas toujours tous les utilisateurs sous la main, donc ce sont des métiers qui appartiennent à la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie. C'est le design de l'interaction, c'est le design des émotions, c'est le design des expériences, et ce sont des gens qui strictement rien à voir avec ceux qu'on trouve classiquement dans les métiers de conseil, qui sont plutôt des gens issus d'écoles de management, de commerce et de parcours fonctionnels et stratégiques, ou des gens qu'on trouve dans la réalisation, dans la mise en œuvre technique, qui sont plutôt des gens ancrés dans la technologie, éventuellement ingénieurs, et pas toujours. Donc vraiment le design, une agence de design, design de l'interface, l'ergonomie, c'est absolument clé. Vous avez tous téléchargé des applications sur vos smartphones que vous n'utilisez jamais parce qu'elles sont inutilisables. Vous êtes encore nombreux à vous dire quand vous rentrez dans une voiture que vous ne savez pas par quel bout prendre le problème pour allumer les phares ou ouvrir la trappe d'essence, tant qu'il y en a encore, parce qu'on parlait de mobilité électrique tout à l'heure, mais c'est pas grave, il y a une trappe quand même pour brancher la recharge. Donc l'ergonomie est quand même une matière difficile. Et puis vous savez aussi que dans le monde numérique, parce qu'il y a plein d'exemples autour de vous, la face émergée de l'iceberg du design, c'est bien évidemment le design visuel, artistique, le parti pris créatif, la notion des formes et des couleurs, l'effet waouh qu'un certain nombre de dispositifs, notamment grand public, peuvent porter. Donc une agence de design pour bien faire ces sujets, et puis bien évidemment une entreprise de réalisation technologique pour donner vie aux idées, avec nos parpaings, nos gourdis, notre ciment ou nos pâtes à modeler à nous, qui s'appelle le logiciel, et la maîtrise des technologies de connectivité. Je n'en ai pas parlé, mais dans un monde connecté, la maîtrise des technologies de connectivité est quelque chose d'extrêmement important, et notamment dans la transformation numérique de l'industrie que j'ai un peu évoquée, où les machines sont connectées, ou n'importe qui qu'elles le soient, avec les bonnes technologies de connectivité, parce que dans le monde industriel, dans les usines, vous le savez mieux que moi, pour ceux qui un peu baigné là-dedans, vous avez d'énormes contraintes matérielles, logistiques, magnétiques, électriques, que sais-je encore, qui font que vous ne pouvez pas communiquer avec n'importe quoi. Voilà. Donc, nécessité pour réussir une transformation numérique, de s'appuyer sur, d'avoir les compétences de un cabinet de conseil, une agence de design, une entreprise de technologie, en les faisant véritablement travailler ensemble pour être capable d'aller vite et de façon cohérente et à la réalité. C'est ce qu'on appelle l'agilité, souvent, dans les entreprises. Hein. Vous entendez souvent parler du mode agile. Pourquoi a-t-on conféré, je terminerai là-dessus, pourquoi a-t-on conféré aux légendaires startups un pouvoir si transformant des entreprises au point que nos idylles et naïvement pensé qu'en mettant des startups au cœur des grands groupes, on allait d'un coup d'un seul transformer les grands groupes et les rendre agile, ce qui est bien sûr complètement idiot, mais ce n'est pas idiot si près. Pourquoi on a pensé ça? Juste parce que quand vous regardez fondamentalement, c'est quoi la Dream Team d'une startup? C'est quoi la Dream Team d'une startup? Vous connaissez tous 3 startups, j'en suis sûr. C'est quoi la Dream Team d'une startup? C'est toujours la même chose. C'est quelqu'un qui sort d'une école de commerce ou de management. Il va regarder le pourquoi et le quoi des choses. Il va regarder le marché, il va regarder la dimension fonctionnelle, qui va regarder le business, qui va prendre les choses par le pourquoi et le quoi, parce qu'il a été éduqué à ça. C'est lui en général qui aura dit voilà, on va adresser ce problème sur le marché. Parce que là, il y a un problème sur Doctolib, sur truc, sur le marché. C'est une personne issue d'école de management de commerce. C'est en général un designer qui va faire que l'interface à laquelle le produit et ou le service objet de la startup restituera sa valeur ajoutée, soit une interface sympathique, utilisable,
efficace, de sorte à ce que tout de suite on embarque des utilisateurs, potentiellement clients, et qui nous recommandent. On a cité pendant longtemps les exemples de Airbnb et de Blablacar et de je ne sais pas quoi encore pour illustrer qu'on pouvait faire des choses tellement pratiques, efficaces, agréables avec le numérique. Donc maintenant il faut s'en occuper. Et puis c'est en général un ou deux tech, un ou deux ingénieurs ou personnes issues de filières d'enseignement supérieur technique, universitaire, qui vont coder, mettre en œuvre avec les logiciels et les technologies de connectivité le produit et le service pour donner vie aux idées, faire un POC, un Proof of Concept, un MVP, un et la proposition de valeur. C'est ça la Dream Team d'une startup. C'est pourquoi et le quoi, porté par le premier profil, le qui, porté par le second, et le comment, porté par le dernier. Et celui qu'on oublie souvent, ça fera sourire ceux qui ici sont plutôt de background DAF, c'est le combien. C'est pas grave, l'argent coule à flot sur le haut des bilans, donc tout va bien. C'est juste en train de changer. En tout cas, c'est ça qui fait dire à certains que quand on met ça, au cœur d'une grande entreprise, alors instantanément, on transforme l'entreprise et on la rend beaucoup plus agile. Parce qu'effectivement, l'entreprise a besoin de s'organiser de cette façon. L'entreprise a besoin de faire que ceux qui portent le pourquoi et le quoi, ceux qui éventuellement s'intéressent au qui, et ce serait bien qu'ils soient de plus en plus nombreux, ceux qui maîtrisent le comment, travaillent ensemble, de concert, à la définition et à la réalisation d'une même idée, qui est celle de la transformation numérique. Voilà, et Niji est un peu une start-up à l'échelle. Nous sommes 1400, donc on peut accompagner tout peu dans ce domaine. Merci de votre attention. Place aux questions. Il y a dans les interfaces, vous avez cité les trois stratégiques. Il y en a un quatrième qui ne cite pas, peut-être que vous mettez derrière ou pas. C'est l'enjeu des collaborateurs. Parce que quand on n'a pas expliqué ce que va être les enjeux de la transformation numérique à tous les collaborateurs, on a beaucoup de résistants sur la mise en place. Les gens ne sont pas toujours prêts à partager, même s'ils distribuent, mais en fait, pas toujours. Et donc, en fait, expliquer quels sont les dangers de la transformation numérique dans tous les collaborateurs, pour qu'ils aient ce niveau d'intégration de la stratégie, pour qu'ils l'intègrent et qu'ils deviennent la leur. Ça me paraît aussi, vous n'en parlez pas. Vous. Alors, si, j'en parle très clairement dans le volet 1, pilier 3, c'est-à-dire dans ce que j'appelle le volet tertiaire de l'impact du numérique sur les opérations et donc la transformation de l'organisation et des outils qui sont mis à la disposition des collaborateurs, surtout, dans l'exercice de leurs fonctions et qui traduisent à quelque part l'évolution numérique de l'entreprise. C'est sûr que managérialement parlant, et ça sort du strict sujet numérique, partager la stratégie de l'entreprise, c'est fondamental. Et ça n'est pas que partager le volet numérique de cette stratégie, c'est partager la stratégie de l'entreprise. Et la stratégie de l'entreprise aujourd'hui, de la même façon qu'elle doit embarquer ces enjeux de transformation numérique, elle doit aussi adresser tous les enjeux de transition écologique, environnementale, sociale et sociétale, souvent RSE, qui a effectivement, dans le management de l'entreprise, un énorme travail à faire pour embarquer les gens autour de toutes ces transitions auxquelles l'entreprise est confrontée. C'est d'ailleurs une des très grandes difficultés du moment. Et ce moment va durer. Ce moment va durer dans le management des entreprises, conduit d'ailleurs à l'économie qui devient juste un peu plus difficile, que d'avoir à traiter conjointement, simultanément, toutes ces transformations. Parce qu'elles appellent des expertises pour en comprendre les tenants et les aboutissants, pour en comprendre les déclinaisons dans l'entreprise, qui sont des expertises extrêmement rares. Rares parce qu'on n'en a pas fabriqué, et rares parce qu'on se les arrache. Et toutes ces transformations, toutes ces transitions appellent aussi des investissements concomitants qu'aucun compte de résultat d'aucune entreprise ne peut supporter simultanément. Et donc des arbitrages à faire qui sont difficiles à faire, parce que arbitrer entre des matières qu'on connaît peu
sur lesquels il y a peu de recul, peu de retours, peu de données, peu de mesures, peu de métriques, c'est très très compliqué. Et c'est la difficulté dans laquelle se trouvent aujourd'hui beaucoup de dirigeants, que de faire ces arbitrages. Et pourtant, il faut les faire. Parce que nécessité fait loi. Parce que, au bout du compte, comme disait un peu vulgairement ma grand-mère, j'ai pas une bourrique qui chie du fric à la cave. Euh, je ne vais pas pouvoir investir dans tout. Et souvent, on s'essaye à des arbitrages et on se rend compte que ce n'est pas les bons, et donc on revient en arrière et on en fait d'autres. Et ça crée effectivement beaucoup de perturbations dans l'esprit de ceux qui font l'entreprise, les hommes et les femmes de l'entreprise, les fameux collaborateurs, qui ne comprennent pas, qui ont un peu l'impression d'aller et venir, qui ne sont pas dignes d'un patron qui se respecte, et pourtant le patron n'a pas le choix. Il y a d'ailleurs d'autant moins le choix que globalement, navigue dorénavant par des vents qui sont extrêmement instables en force et en direction. Et ceux d'entre vous qui font un peu de régate, vous savez bien que quand les vents sont très instables en force et en direction, c'est extrêmement compliqué de régler le canot. C'est extrêmement compliqué de choisir les voiles, c'est extrêmement compliqué de faire les bons réglages, c'est extrêmement compliqué de mettre les bons équipiers sur les bons postes, et au final, tous les équipiers finissent par fatiguer, parce qu'à force d'affaler une voile qu'on avait envoyée, mais qui n'était pas la bonne, qu'on n'avait pas réussi à faire le réglage, d'en renvoyer une autre, de mettre celle qu'on a affalée en bas, de la plier, de la ranger pour qu'on puisse la ressortir plus tard, hein, d'un coup d'un seul, c'est juste pas tout à fait la même chose que de naviguer par vent établi en force et en direction, on est sur un rail avec les bonnes voiles, les bons réglages, les bons équipés à leur poste, ils commencent même parfois à se voler un peu sur leur poste, on fait leur pourcentage. Hein. Donc, on a effectivement cet enjeu d'explication de toutes ces transformations aux collaborateurs pour régénérer le sentiment d'appartenance à l'ensemble. Hein. Goethe, qui est un grand poète allemand, disait Das Zusammengehörigkeitsgefühl, pour ceux qui parlent allemand. Zusammen, c'est l'ensemble, Gehören, c'est appartenir, Gehörigkeit, c'est l'appartenance, Fühlen, c'est sentir, et Gefühl, c'est le sentiment. Donc, le sentiment d'appartenance à l'ensemble, qui veut dire en allemand littéraire, celui de Goethe, en Deutsch, en grand allemand, la solidarité. Or, la solidarité est clé dans l'entreprise. Vous ne faites rien, et en particulier pas les grandes transformations, si vous n'avez pas la solidarité. Mais pour avoir la solidarité, il faut définir l'ensemble vis-à-vis duquel vous développez le sentiment d'appartenance. Donc, effectivement, c'est un gros travail de communication. C'est un gros travail de change management qui est une expression que je n'aime pas trop parce qu'elle appartient au cabinet de conseil d'un autre temps. Et le numérique, d'ailleurs, au passage, peut aider grandement à partager sur tous ces changements, sur toutes ces transformations. Parce que le numérique, justement, s'il est bien mis en œuvre au titre du volet 1, pilier 3, hein, permet de recueillir l'avis des gens, de partager l'information, de mettre les gens en communauté, de les faire avoir des idées conjointement et collectivement. Et voilà. Donc, ça permet d'aller vers un autre management de l'entreprise, vers un management plus moderniste. Non, je suis d'accord avec vous, enfin, je rejoins le socle, je pense, premier de votre remarque, de votre question, c'est que la transformation numérique dure, qui peut aboutir à des changements rapides de modèles économiques, par exemple, et donc à quelque part de l'agencement des métiers, c'est-à-dire la disparition de certains métiers et l'arrivée brutale d'autres, avec rareté des expertises et donc rareté des gens, et donc tous ceux qui sont là, nécessité de travailler beaucoup plus, l'organisation totalement différente de l'usine, hein, autour de cette usine 4.0 et col bleu qui deviennent de plus en plus des cols gris, voire des cols blancs. Ça, c'est des choses un peu dures. Quand vous êtes patron d'une usine Stellantis, vous êtes Étienne Martin Commandeur, patron de l'usine de Rennes, par exemple, et à la vitesse à laquelle Carlos Tavares le lui suggère, vous devez transformer tellement votre outil de production que les gens sont perdus, et que les sous-traitants que vous avez derrière vous, au passage, parce que vous travaillez aussi beaucoup avec des ETI, les PME, les de sous-traitance ne savent plus suivre, parce que chez Changement, c'est juste pas possible, parce qu'il n'y a pas d'expertise, parce que parfois même, il n'y a plus l'envie à la tête de ces boîtes, qui sont parfois encore dans un management patriarcal,
qui n'a pas été régénéré parce que vraiment ça marchait bien comme ça, on pouvait faire durable un petit peu, parce que c'est facile, etc. On n'a pas pensé à la suite. Et puis à la suite, les enfants sont partis faire de grandes études, ils sont partis bosser chez les Big Four, ils n'ont pas envie de revenir dans la PME, entrer dans la réalité du territoire. Oui, tout ça, c'est compliqué. Et c'est passionnant. Là, c'est le président de l'Agence de développement économique de la région Bretagne qui vous le dit, parce que la région Bretagne est une région de TI, de PME, de TPE industrielles, entrées dans des chaînes de sous-traitance vis-à-vis de très grands industriels tête de gondole comme Naval Group, comme celui que je viens de citer et d'autres. Mais c'est passionnant. Et là, vous avez, euh, manager de transition, énormément de choses à apporter par vos expériences, et aussi parce que finalement, vous avez la liberté de ton, la liberté de parole pour arriver dans les entreprises et suggérer, la minima suggérer, ensuite faire. Parce que dans l'entreprise organisée traditionnellement avec des gens qui ont des relations hiérarchiques qui sont parfois féodées et autres, qui parfois se rendent compte d'eux, c'est pas facile souvent de dire, parce qu'on a peur de dégager, ou de déplaire, ou de... Voilà. Donc oui, vous avez raison, ce volet accompagnement au changement est clé. Oui, est-ce que justement c'est plus de l'accompagnement au changement et de l'explication des transformations, peut-être aussi un questionnement sur justement ce que vous disiez, le management, les modes de management, dirigeants donneurs d'ordre versus dirigeants facilitateurs, avoir une circularité qui permet typiquement de décentraliser une part des prises de décision et donc de rendre le collectif capable d'absorber les changements sans être guidé pas à pas par un dirigeant ou des dirigeants qui sont dans un état d'esprit, je dois tout savoir, tout comprendre et tout diriger. Alors, je vais parler tout vite parce que pour laisser la place à d'autres questions, parce qu'on va vers la fin. J'aurais beaucoup à dire là-dessus. J'ai coutume de dire que je sais, donc je suis, c'est terminé. Je sais, donc je suis tel le coq sur son tas de fumier, il finira par en descendre, parce qu'à un moment ou l'autre, ça va lui gratter les roubignoles. Pardon, je sais, donc je suis, attitude statique, engoncé dans ses certitudes. Il n'y a plus de place pour ça. Je doute, donc je vais. Ah, ça c'est mieux, parce que je vais. Je suis en mouvement. Ça tombe bien, à l'heure où tout invite à l'être. Mais je doute. Donc, les nouveaux modes de management sont, de mon point de vue, ceux qui laissent de la place au doute. Maîtriser, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'avoir tous les jours le patron d'entreprise qui arrive en doutant, j'ai 8 heures dans mon bureau pour douter. Mais en tout cas, descendre du piédestal, descendre du tas de fumier, quand ça commence à gratter, parce que je sais dont je suis, c'est statique et c'est fini. Ça tue la mise en mouvement des entreprises. Et la seule façon de mettre en mouvement des entreprises, c'est d'accepter le doute. Le doute au sens de l'écoute, au sens de l'écoute large, au sens de toutes les antennes qui sont dehors et qui vont capter autour de soi, dans l'entreprise, mais à l'extérieur aussi, notamment chez les parties prenantes, ça, les informations sur les tendances, sur les latences, sur la révolution. On voit de plus en plus d'entreprises qui s'essayent à des modèles de management différents autour notamment de la transformation numérique. On voit pas mal de très grandes entreprises à centre de décision parisiens, historiquement très centralisées dans leur fonctionnement, dans leur management, mais aussi très présentes dans les territoires, de par les missions qui sont les leurs, soit parce qu'elles ont des missions de service public ou assimilées. Je citais Enedis tout à l'heure, d'EDF, on peut parler de la Poste, on peut parler de soit parce qu'elles ont une organisation très proche de leurs clients finaux, on peut parler des banques, qui finalement font le choix de laisser l'innovation, les transformations, en tout cas pour celles qui sont vraiment très terrain, qui sont essentielles, aux mains de leurs entités en région, de leurs entités dans les territoires, près des réalités, qui sont d'ailleurs parfois des réalités très différenciées, parce que si je suis Enedis, on peut dire que je suis amoureux d'Enedis, ce n'est pas du tout le sujet, mais c'est un exemple très intéressant. La façon avec laquelle j'exécute ma mission de service public dans les Alpes n'est pas tout à fait la même que la façon avec laquelle je l'exécute en Bretagne ou dans le nord de la France. Il y a des particularités climatiques, météorologiques, infrastructurelles, etc., qui sont pas du tout pareilles.
Et ce que je vais pouvoir inventer comme transformation, comme idée, comme application, comme service nouveau en Bretagne, dans le fond du Finistère, quand ça souffle à 200 km/h, c'est pas la même chose que ce que je vais pouvoir inventer à 3500 mètres d'altitude dans les Vosges de Pau. Bon, on se comprend. Et ensuite, on ramasse ça en centrale, regarde, on valide, on industrialise, on robustifie, on interface le cas échéant à un existant qui ne peut être que central parce que c'est des données, par exemple, et on le redéploie de façon générale en région. Donc oui, aujourd'hui, les entreprises s'essayent à plein de modèles de management de la transformation différents. J'en profite pour vous inviter à considérer un sujet dont je n'ai curieusement pas parlé, c'est sans doute parce qu'il a occupé toute ma journée hier, c'est celui de l'intelligence artificielle, et en particulier de l'intelligence artificielle générative, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre les deux. L'intelligence artificielle existe depuis bien longtemps, l'intelligence artificielle générative est un phénomène beaucoup plus récent. Regardez autour de vous, regardez chez vous, regardez dans vos fonctions, ce que l'intelligence artificielle générative, en particulier, amène comme transformation. Vous serez extrêmement surpris. Et vous nous direz que si vous êtes responsable d'un périmètre métier, fonctionnel, ou globalement d'une entreprise, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Vous êtes absolument obligé d'intégrer ça. Je pourrais vous donner des exemples incroyables de transformation rapide métier, de service, de fonction, de relations clients à l'heure de l'IA générative, qui bien évidemment tire parti de la multiplication de quantités invraisemblables de données que tout ce monde numérique fabrique en permanence, qui tire bien évidemment aussi parti de l'accroissement incroyable de la puissance de calcul des ordinateurs partagés, qui sont ceux qui sont dans le cloud, c'est en plus le cas, et qui tire bien évidemment immensément parti de tous les progrès scientifiques qu'on continue à faire en matière d'algorithmique, qui sont extrêmement médians. Et vous ne pouvez pas imaginer ce à quoi pensent les entreprises aujourd'hui, sur quoi une société comme la mienne travaille aujourd'hui en matière de transformation par la data et par l'IA générative. Les impacts sont absolument colossaux sur l'organisation des entreprises. Et là, il y a des enjeux d'accompagnement très très forts, parce que vous avez des gens qui craignent de perdre leur job, je peux titre d'ailleurs. Il y en avait d'autres qui euphorie totale de voir instantanément leur job tellement augmenté par ces technologies et l'usage qu'on peut en faire, que d'un coup, d'un seul, les ailes. Voilà. Il y a, on aurait pu faire une conférence dédiée à ça, un sujet important. J'ai eu une main se lever. Oui, bonjour, Jérôme Merulin, moi je me suis plutôt dans la communication, donc je m'intéresse un peu à la façon dont vous présentez tout ça. Et en Dr Manager de transition, on demande aussi d'être très lucide. Votre vision des, on a parlé d'informatique et RH. Il y a des gens qui ne peuvent pas, bon, tout ce que vous présentez là, ça concerne un certain nombre de gens qui sont capables d'y passer. Est-ce que vous pensez qu'il faut accepter qu'il y ait un déchet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne rentrent pas là-dedans et qui n'ont plus leur place, entre guillemets, et qui leur pensent très différemment? Ou est-ce que vous pensez que pour les managers, il y a vraiment moyen d'embarquer tout le monde, et quitte à ce que ça retarde le processus? Je pense que la lucidité est une des toutes premières qualités, c'est de mon point de vue vraiment la première qualité du manager. Hein, donc être lucide, ce que les choses sont et ce qu'elles ne sont pas, et ne pas dire qu'elles sont ce qu'on voudrait qu'elles soient, ne pas se raconter des histoires. La lucidité est un puissant carburant pour le développement d'une entreprise. Elle est portée au plus haut niveau de l'entreprise tout le temps, surtout, c'est très puissant. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la lucidité. Et donc, peut-être lucide quant au fait qu'effectivement, il y aura des déchets. Il y a déjà d'ailleurs des déchets. Il ne faut pas se raconter une histoire. La question est plus de savoir dans quelle proportion, quels secteurs économiques ça touche plus que d'autres, quelle transformation on peut faire de ces personnes qui est arrivé en décalage fort, finalement, l'accompagnement peut faire. On a un immense enjeu de rénovation de la formation initiale, mais aussi formation professionnelle.
ce pays, système de formation qui est à 100 millions d'années-lumière d'avoir embrassé tous ces enjeux. Je peux vous dire que dans certains de nos métiers, qui ne sont pas ceux auxquels vous seriez tenté de penser comme ça, pas à la devinette. Je ne dirais bien sûr pas quels ils sont. Dans certains de nos métiers, on a acté déjà depuis pas loin d'une année, on ne recruterait plus et plus jamais de compétences de tel type. C'est pas lequel. Je dois la primeur de cette communication à minima à nos instances de leur présentation du personnel. Mais on a acté qu'on ne recruterait plus. D'ailleurs, on ne recrute plus. C'est pas très compliqué de le voir. Sur quelques compétences, quelques métiers particuliers, pas trop éloignés de la matière qui est la vôtre d'ailleurs. Et continue à voir les plus beaux établissements d'enseignement supérieur de ma place, pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, baigner sur les trottoirs des milliers de jeunes formés à ces métiers. Et quand on prend la peine, parce que c'est le rôle sociétal d'un chef d'entreprise, d'aller discuter avec les gouvernances de l'établissement, y compris parfois gouvernance publique, en matière, les établissements sont souvent publics, on passe pour des zombies. Parce qu'on a juste affaire à des gens qui sont les coqs sur leur tas de fumier, que j'évoquais tout à l'heure, et visiblement, ils les ont bien carapacés parce que ça n'a pas encore commencé à les gratter. Quelles sont les formations que vous faites faire dans vos équipes pour mettre en œuvre justement tous ces changements, que ce soit au niveau de l'utilisation de la au niveau des outils locaux. Ça commence c'est le plan Excel Word, mais commencer à passer la main sur des choses que, en tant que dirigeant, on ne connaît pas et on ne sait pas utiliser, sauf à dire qu'on ne fait pas en soi-même. Et ça revient sur votre sujet, ce qui est la lucidité. Est-ce que je suis encore bien formé pour être le patron d'une boîte? Prendre les tournants décisifs à toutes mes équipes. Ouais. Alors, vous avez il faudra me couper quand on ne va pas aller plus loin. Moi, je peux encore rester. Il nous reste 5 minutes de questions-réponses. Voilà. Et après, on aura un petit temps d'échange. On s'est engagé à libérer tout le monde à 11 heures. Vous avez pour les entreprises ETI, PME, TPE, une initiative, je ne fais pas du tout des pubs des pays, la Banque publique d'investissement, mais sachez que sur ces sujets, la BPI a mis en place ce qu'on appelle un diagnostic, un programme d'accompagnement des entreprises pour éveiller les dirigeants à tout ça, et leur prendre la main un peu et les emmener sur le seuil de plans d'action un peu plus structurés qui derrière doivent être menés par eux-mêmes avec leurs équipes et avec l'aide de professionnels comme le sont l'entreprise. Ça s'appelle le Diagia. Ça ne coûte rien en gros. C'est-à-dire que vous allez voir le bureau BPI de votre région et vous demandez un Diagia. Ça a une valeur marchande de 15 ou 20 000 euros et ça vous coûte moins de 2 000 euros. Et ça vous permet de bootstrapper dans votre entreprise la prise de conscience, tout ça. Et ce diag n'est bien évidemment pas fait par des gens de BPI capables de faire ça, c'est des gens professionnels des services de banque, de financement, d'investissement et que sais-je encore. C'est fait par des entreprises qui sont labellisées derrière par BPI, les gens de France et de Navarre, dont il pas de faire de pub pour et c'est quand même pas mal fait. Donc c'est juste une réponse concrète à comment, en tant que dirigeant complètement perdu là-dedans, par quel mouvement, ça peut aider. Après, quelle formation je fais? C'est pas tant de former les gens à des techniques, à des technologies. Le vrai sujet, c'est de faire travailler les gens ensemble. C'est d'arriver à faire travailler ensemble, mais simultanément, c'est-à-dire quasiment l'un sur les genoux de l'autre,
les métiers de l'entreprise, les métiers. Si je suis un banquier, les métiers, c'est conseiller de clientèle particulier, c'est conseiller des clientèles professionnelles, c'est chargé d'affaires entreprises, c'est bon, les métiers et les équipes qui ont la capacité à réaliser avec les technologies qui sont celles sous-jacentes à ces univers de la data, de l'IA, très rapidement des choses montrables. C'est la quête des quick wins, c'est-à-dire la quête d'aller vite sur un périmètre fonctionnel / métier qui peut être restreint vers quelque chose de démonstratif qui permette d'illustrer le changement. Et ce n'est pas juste faire autrement quelque chose qu'on a toujours fait, c'est faire en plus et sans doute autrement des choses qu'on n'a jamais faites. Et choisir des cas d'usage, j'espère que je ne parle pas chinois, choisir des cas d'usage, choisir des périmètres fonctionnels qui, une fois de plus, peuvent être extrêmement, peuvent apparaître extrêmement restreints, voire restrictifs, mais qui ne le seront pas dès lors que l'IA, la data l'IA générative, apportera une telle illustration de ce qu'on peut faire de mieux, de plus et autrement, qu'alors ça va parler aux gens. Et ça va donner envie aux gens d'y aller. Et bien sûr, il va falloir intégrer dans l'entreprise quelques expertises plus poussées sur quelques pans de ces technologies. Mais surtout, c'est changer complètement le mode de travail. Sortir de la séquentialité où je pense d'abord, et je fais quand même valider le résultat de la pensée, et je réalise ensuite, et je repose d'abord la question de l'opportunité de réaliser. Et je donne un peu de temps quand même à la réalisation, il ne faudrait pas trop se presser, et j'en valide totalement ceinture bretelle le résultat avant de le mettre entre les pattes d'un épisode. Que nenni, c'est terminé. Je vous le redis, je donne une table et une chaise et un écran à 3 personnes et elles se démerdent pour avancer. Et ces 3 personnes, c'est le métier, la conscience métier, l'expertise métier, le directeur des offres, produits, services pour les pros. Celui qui préside au développement des offres, produits et services pour les pros. Je prolonge dans mon univers bancaire, qui est celui que j'avais choisi. Comme ça. Le conseiller pro, qui dans l'agence au quotidien bosse pour essayer de développer du business avec les pros et gérer le business qu'il a déjà vendu aux pros en interagissant avec des pros qui eux-mêmes sont dans leur transformation numérique, par l'IA générative en particulier, donc ont des exigences nouvelles, des comportements différents. Et le techos, donnez-moi l'expression, le tech, qui lui va savoir coder, allez, hein, on fait du no-code, coder, utiliser les bons modèles, les MML, les trucs, les machins. Je ne veux pas vous envahir avec des terminologies technologiques dont je ne suis d'ailleurs pas, à titre personnel, un grand expert, mais l'entreprise en a quand même quelques centaines. Et vous me sortez dans 3 semaines, au plus tard, un truc qui incarne la transformation par l'IA générative de la fonction de conseiller pro sur le... Voilà. Coûte que coûte. Et je suis là. Si à quoi que ce soit, vous m'appelez. S'il y a une panne d'électricité, s'il y a une panne de réseau, si vous commencez à me taper dessus, si l'odeur de l'eau de toilette de votre voisin ne vous plaît pas, si vous m'appelez. Je suis à votre service, le chef. Hein. Vous. Voilà. Donc, ce n'est pas tant de développer des formations nouvelles, c'est entraîner des modes de fonctionnement nouveaux et les pérenniser dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, on ne renvoie pas les 3 personnes, chacune dans son bureau, avec la porte fermée,
et des épaisseurs de moquette différentes selon les grades, et si possible des étages bien éloignés les uns des autres, pour que surtout on ne se croise que dans l'ascenseur en allant à la cantoche. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça les vraies transformations. Alors, je n'ai probablement pas répondu à toute la question. Le no-code, c'est la même illustration, hein. Le no-code, c'est juste mettre entre les mains de ceux pour qui c'est fait, mettre entre les mains des gens qui sont porteurs du quoi, pourquoi, mettre entre les mains des outils qui leur permettent de réaliser une transformation sans avoir à s'occuper du comment, parce que telle n'est pas leur expertise. Et on voudrait se passer justement un peu des expertises du comment, parce qu'ils sont chiants, ces développeurs boutonneux, là, qui sont tout le temps en train de râler, et qui sont incapables de s'intéresser au quoi et au pourquoi des choses, justement parce qu'ils sont nés dans le comment et ils y mourront. C'est ça le no-code. Attention, c'est pas la magie, hein. Mais le no-code, c'est ça. C'est estomper le comment au profit d'un rapprochement fort du numérique, du quoi et du quoi, qui sont quand même les éléments clés. Le pourquoi. Pourquoi je fais? À quels enjeux je réponds? Pourquoi je fais? Fonctionnellement, opérationnellement parlant. Pour qui va l'utiliser? Et accessoirement, combien? Parce que les professionnels du comment, ils ont souvent tendance à vous emmener dans des environnements technologiques de réalisation qui sont coûteux. Et donc, de combien? Le no-code, ça peut être moins coûteux. Mais le no-code ne va pas vous permettre de faire la transformation numérique de votre entreprise, quelle qu'elle soit. Vous permettre d'adresser des points d'évolution du fonctionnement. Merci Hugues. Un grand Merci. merci. C'est difficile de mettre fin à ces échanges, mais malheureusement, il faut tenir quand même un peu le timing. Il nous reste encore un petit peu de temps autour d'un petit café si vous souhaitez rapidement pour les derniers échanges. Et on se quitte sur ça. On se dit un grand merci d'être venu jusqu'à nous. Un grand merci en ligne à tous ceux qui sont restés là jusqu'au bout. Vous avez été nombreux. On est ravis de vous avoir eu avec nous. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine édition. Merci Hugues.